Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Je remercie Jean-Ralph Zar pour m'avoir invité à vous parler du délai au réveil d'un patient qui a été ventilé mécaniquement en réanimation, et notamment pour évoquer les médicaments que l'on peut suspecter et la prise en charge. Voilà, donc je n'ai pas de conflit d'intérêt particulier avec cette présentation. Alors, comme vous le savez évidemment, le réveil après une anesthésie générale en réanimation est un phénomène actif. Il faut récupérer à la fois la conscience et la vigilance pour revenir à un état de réveil normal. Un nombre multiple de structures neurologiques et de réseaux interviennent dans ce processus, notamment le réseau thalamo-cortical qui permet des connexions entre les noyaux gris centraux et le cortex, et bien sûr le système de la réticulée activatrice qui se trouve dans le tronc cérébral. Et tous ces systèmes mettent en jeu des neurotransmetteurs multiples, cholinergiques, sérotoninergiques, histaminergiques, dopaminergiques et noradrénergiques, et de fait, évidemment, exposent le système à une interaction avec de multiples médicaments. Il faut noter aussi que le cortex préfrontal a un rôle prédominant dans ce réveil. Alors, lorsque il va y avoir un retard au réveil, le patient peut être soit resté inconscient, soit développer ce que l'on appelle un délirium, avec une fluctuation de son réveil, une atténuation de ses capacités cognitives. Cette absence de réveil peut être évidemment liée à un déséquilibre entre les différents neurotransmetteurs mis en jeu, et notamment les travaux évoquent un déficit en acétylcholine ou en mélatonine, et à l'inverse un excès en dopamine, en noradrénaline ou en glutamine. Ce sont des processus fonctionnels par interaction avec des médicaments, mais également lésionnels, avec un rôle important de la neuroinflammation qui peut intervenir après une maladie grave en réanimation. Et vous voyez, cette diapositive montre ces différentes voies possibles qui vont entraîner un retard du réveil par dysfonctionnement du cortex et perturbation des liaisons entre le tronc cérébral, les noyaux gris centraux et les cellules corticales. Alors, les médicaments interviennent évidemment à différents niveaux, notamment les produits anesthésiques. Bien sûr, tous les agents qui interviennent sur le récepteur GABA, A ou B, ont un rôle dans le retard de réveil. C'est le cas évidemment des benzodiazépines, du propofol, mais également des produits qui peuvent intervenir sur d'autres types de récepteurs, par exemple les analgésiques opioïdes qui interviennent sur le récepteur opioïde peuvent aussi perturber les capacités de réveil. Le récepteur NMDA, avec comme agent principal d'interaction la kétamine, joue aussi un rôle dans le retard possible de réveil, avec, comme vous voyez, des difficultés de coordination entre les différents noyaux impliqués, que ce soit au niveau central ou au niveau périphérique. Alors, le réveil, en fait, après anesthésie générale, va se passer en 3 grandes étapes qui sont bien décrites dans la littérature, après l'arrêt des anesthésiques généraux. Donc, comme vous le voyez, progressivement, va se rétablir un fonctionnement musculaire, une reprise de l'activité respiratoire, une augmentation de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque, une reprise des stimulations adaptées aux stimulations nociceptives, et puis une reprise des réflexes de déglutition, de toux, un retour au tonus musculaire normal, notamment à la posture de fond défensive,
Et puis, au final, une ouverture des yeux, une réponse aux commandes orales qui permettent évidemment une extubation du patient. Alors, cette reprise d'activité, évidemment, peut être objectivée très clairement par des examens d'imagerie, avec, comme vous voyez, progressivement une reprise du métabolisme cellulaire cérébral et de façon plus routinière par l'EEG, avec une reprise de l'activité électrique. Et vous voyez que l'on peut passer d'activité déprimée, voire d'une burst suppression, vers une activité de fond plus proche de la normale avec des rythmes alpha ou bêta. Alors évidemment, le délirium et le retard de réveil sont deux entités qui ont beaucoup d'overlap. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé de revue de la littérature qui permet très clairement de définir les limites de chaque entité. Lorsqu'on le regarde, les types de délirium possibles à la suite d'une hospitalisation en réanimation, on voit très clairement que la typologie la plus fréquente, c'est-à-dire le délirium hypoactif, rejoint totalement l'inconscience qui détermine ce fameux retard de réveil qui nous intéresse, avec une diminution de la réponse aux stimulations, une apathie qui fait évidemment un retard possible à l'extubation. Alors bien sûr, l'approche clinique de ce retard de réveil peut se faire par différentes échelles. Ce sont d'ailleurs les mêmes échelles que l'on utilise pour évaluer le délirium. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais vous voyez ici les deux échelles principales utilisées, la CAM-ICU et l'ICDSC, avec leur sensibilité et spécificité relatives rapportées dans les études. Une exploration plus précise, électrique, peut être aussi possible par l'EEG. Et comme vous le voyez, évidemment, différents patterns électroencéphalographiques peuvent être apportés. D'ailleurs, ils sont utiles pour comprendre les mécanismes mis en jeu dans ce retard de réveil. L'EEG, notamment prolongé, devrait évidemment identifier des rythmes du sommeil, des rythmes d'éveil et bien sûr un rôle important de la réactivité du tracé au stimuli. Alors il faut savoir, et c'est un travail que l'on doit à l'équipe de Bichat, eh bien que lorsque l'on est en présence d'un retard de réveil, il est possible de faire un EEG et une activité de fond de plus de 4 Hz est associée à un meilleur pronostic. À l'inverse, aucun paramètre EEG observé n'a été associé à la rapidité de réponse aux ordres simples. Alors bien sûr, il existe un certain nombre de facteurs prédisposants au retard de réveil en réanimation. Vous voyez tout d'abord des facteurs intrinsèques à l'individu, un âge avancé, des fonctions cognitives altérées de base, une cardiopathie sous-jacente, une fragilité, la consommation d'alcool chronique, l'hypertension, mais également des facteurs qui vont être liés à l'épisode d'admission en réanimation, bien sûr la sévérité de la maladie, l'importance des défaillances, notamment respiratoires et hémodynamiques, l'anémie éventuelle, mais on voit tout de suite évidemment un rôle très important aux médicaments qui ont été administrés pendant l'épisode aigu, notamment les sédatifs, les médicaments anticholinergiques, les opioïdes et les corticoïdes. Alors, lorsqu'on regarde les explications possibles d'un retard de réveil, on voit bien sûr qu'il y a différentes catégories. Tout d'abord, évidemment, les maladies neurologiques. Le retard de réveil est beaucoup plus important chez un patient hospitalisé pour un problème lésionnel neurologique, un accident vasculaire cérébral, une infection neuroméningée ou une épilepsie. Pour un problème de choc ou d'hypoxie,
et bien sûr en cas de présence d'altération métabolique de la glycémie, du pH artériel et de l'ammoniémie. On voit quand même tout de suite que les médicaments jouent un rôle important dans les causes de retard au réveil, et il est possible de classer ces causes en trois grands domaines. Les causes pharmacocinétiques, liées à l'absence ou au retard d'élimination d'un médicament par altération de son métabolisme, par dysfonction rénale ou hépatique et par interaction médicamenteuse. On voit aussi qu'il existe des causes pharmacodynamiques et la température, le polymorphisme génétique peuvent influencer la réponse des récepteurs aux drogues utilisées. Enfin, il existe des problèmes de toxicité et les antibiotiques ainsi que le syndrome de sevrage, notamment éthylique, peuvent jouer un rôle et contribuer à ce retard de réveil. Donc globalement, lorsqu'on va envisager les causes de retard du réveil, on voit tout de suite, bien sûr, il y a les causes ayant amené le patient en réanimation, mais il y a aussi tous les médicaments administrés en réanimation. Alors en pratique, comment faire? Et donc cet arbre de conduite à tenir me semble assez intéressant. Évidemment, il faut commencer par un examen neurologique très précis, à la recherche notamment d'un déficit neurologique, qui pourrait bien sûr amener à devoir faire une imagerie cérébrale à la recherche d'une maladie primitive qui s'est étendue ou d'une complication surajoutée. En présence de mouvements anormaux, on va évoquer plutôt une pathologie épileptiforme, et bien sûr l'EEG dans ce cadre prendra une importance majeure pour voir les causes cérébrales versus les causes sous-corticales. En l'absence de déficit ou de mouvements anormaux, plusieurs hypothèses s'offrent à nous. Évidemment, les troubles métaboliques, que l'on va pouvoir éliminer rapidement, les troubles septiques, et une ponction lombaire peut être d'intérêt, les troubles d'hypoxie ou d'ischémie, essentiellement chez les patients qui ont développé un arrêt cardiaque, et puis évidemment la grande question de la présence résiduelle de médicaments pouvant interagir avec le système de réveil. Et vous voyez très clairement, on va dégager trois grands cadres de retard de réveil pour lesquels les médicaments vont jouer un rôle: l'encéphalopathie sédative, l'encéphalopathie toxique et le syndrome de sevrage. Et donc, je reviendrai en détail sur ces trois cadres. Alors, bien sûr, lorsque l'on va parler de médicaments, il est toujours très important, évidemment, de parler des deux aspects possibles du rôle du médicament ou du toxique, les effets pharmacodynamiques et les effets pharmacocinétiques. Et évidemment, pour comprendre le mécanisme mis en jeu, il sera intéressant de les mettre en rapport pour mieux comprendre le niveau sur lequel se produit cet effet. Alors, la variabilité de l'action du médicament ou du toxique dépend bien sûr là aussi de différents phénomènes, des phénomènes liés aux antécédents, à la physiologie du patient, à ses gènes, à la chronobiologie, à l'environnement, à l'existence d'une tolérance préexistante, à la pathologie pour laquelle le patient était en réanimation, et puis évidemment aux interactions médicamenteuses. Il sera intéressant bien sûr de clarifier le niveau sur lequel la variabilité non prévue de l'action d'un médicament s'est produite, pharmacocinétique ou pharmacodynamique. Est-ce que c'est au niveau de l'administration du médicament, de sa distribution, du métabolisme ou de son élimination, ainsi que le niveau de l'action pharmacodynamique? Est-ce que c'est au niveau périphérique ou au niveau du système nerveux central? D'ailleurs, on mettra en avant les interactions médicamenteuses et éventuellement le polymorphisme génétique. Alors, il faut savoir évidemment que lorsque l'on prescrit deux médicaments psychotropes, on va avoir un certain nombre d'effets, généralement additifs ou synergiques, qui vont potentialiser les actions et finalement faire
que ce que l'on avait prévu n'est pas observé. Alors, un point important, évidemment, tous les médicaments subissent des métabolismes. Comme vous le savez, ce métabolisme est généralement en 3 phases. Une phase initiale d'oxydation, une phase de conjugaison, puis une phase de sortie du foie, dans lesquelles vont intervenir à la fois des enzymes, notamment les enzymes de phase 1, c'est-à-dire les cytochromes P450, notamment le 3 à 4, comme vous voyez, qui est le cytochrome le plus important au niveau des médicaments, mais également le 2D6 et le 2C9. Une deuxième phase avec des enzymes de conjugaison, notamment les uridyl transférases, qui jouent un rôle important. Et bien sûr, pour chacun de ces enzymes, il existe à la fois des inhibiteurs et des inducteurs. Alors, point important évidemment à bien comprendre, un inhibiteur enzymatique est immédiatement actif. Donc, dès sa prescription, l'inhibition enzymatique se traduit car l'effet se produit au niveau des protéines. L'effet inducteur enzymatique est lui délayé. Il faut plusieurs jours, en général 5 à 7 jours, de prescription de l'inducteur pour qu'il le gène de l'enzyme induite se produise. Et donc, la présence d'inducteurs ou d'inhibiteurs pourront modifier le métabolisme et l'élimination d'un certain nombre de produits, notamment anesthésiques, et expliquer le retard au réveil. Alors, il y a bien sûr les enzymes du métabolisme, mais il y a plus nouvellement les transporteurs membranaires. Et ce sont évidemment des glycoprotéines membranaires extrêmement importantes, car contrairement à ce que l'on pouvait penser, la quasi-totalité des médicaments ne diffusent pas de façon passive au travers des membranes, mais utilisent des protéines de transport, d'influx ou d'efflux. Et vous voyez les deux grandes familles connues de transporteurs, donc les ABC protéines et les SLC protéines. Les ABC ont essentiellement un rôle d'efflux. Les SLC protéines, qui contiennent à la fois les OAT, les OATP et les OCT, ont un rôle d'influx et d'efflux. Évidemment, la protéine la plus connue, qui d'ailleurs est souvent en cause là aussi dans les interactions médicamenteuses, c'est la P-glycoprotéine, qui est donc la principale membre de la famille des ABC protéines. Alors, toutes ces protéines s'expriment à tous les niveaux des épithéliats, donc au niveau du foie, et donc contribuent évidemment aussi au métabolisme des médicaments, au niveau des reins, à leur élimination, mais bien sûr, surtout au niveau de la barrière hémato-encéphalique, qui est protectrice des neurones, avec un rôle important des protéines des flux, dont la P-glycoprotéine. Et donc là aussi, vous voyez, on a beaucoup de produits que l'on peut tout à fait utiliser en réanimation, qui seront des substrats de ces transporteurs, notamment de la P-glycoprotéine, comme visualisé sur cette diapositive. Eh bien, ces substrats vont inhiber la P-glycoprotéine, qui est une protéine d'efflux, et donc beaucoup de médicaments, notamment certains sédatifs, qui pourraient passer par ce transport, eh bien, auront une inhibition de leur efflux à la barrière hémato-encéphalique, et donc une plus grande distribution intracérébrale, pouvant expliquer un retard de réveil par rapport à ce que l'on pouvait penser. Alors, on va dire, cette encéphalopathie sédative est donc la cause principale que l'on va évoquer en cas d'absence de réveil à la suite de l'interruption des sédatifs dans un timing prévisible. Alors, c'est bien connu évidemment dans la circonstance de l'arrêt cardiaque. Alors, comme vous le savez évidemment aujourd'hui, le contrôle thermique qui est nécessaire pour améliorer le pronostic des patients victimes d'arrêt cardiaque nécessite une sédation et une curarisation dans les 24 heures. Et donc, dans ces circonstances qui conjuguent à la fois lésions neurologiques possibles, troubles hépato-rénaux et prescription de médicaments, eh bien, c'est des circonstances très importantes où on peut avoir un retard de réveil
qui peut être évidemment délétère à l'évaluation neurologique du patient. Ces diapositives pour vous montrer évidemment tout d'abord qu'il y a quasiment autant de protocoles de sédation et d'analgésie que de services de réanimation. Et comme vous voyez, une très grande variabilité d'utilisation, à la fois du nombre de médications, des schémas de dosage et des types de titration entre les centres. Donc, expliquant aussi la complexité de mise en évidence du phénomène de retard de réveil. On voit aussi d'ailleurs dans le temps, lorsqu'on analyse centre par centre l'évolution de prescription ici du fentanyl et du midazolam, eh bien, on a aussi, même si on a une tendance à la diminution des doses, on a aussi une très grande variabilité des prescriptions médicamenteuses entre les centres. Cette étude récente publiée dans Neurocritical Care permet d'ailleurs de trouver des associations avec le réveil à 5 jours, de la dose utilisée des produits, des titrations en analgésiques et en sédatifs réalisées dans les 48 premières heures. Il existe aussi une relation significative retrouvée entre l'augmentation de la titration des sédatifs et l'augmentation de l'incidence des convulsions, et la diminution de titration des analgésiques et l'augmentation de la survie à 6 mois des patients, même si l'explication de ces liens causaux n'a pas pu être établie dans cette étude, car vous avez bien compris la complexité du rôle des médicaments et de leur contribution à l'absence de réveil prévu. Alors, bien sûr, dans ces circonstances, on va faire de l'hypothermie. Et là aussi, deuxième phénomène qui peut interagir, c'est la modification de la pharmacocinétique des médicaments analgésiques et sédatifs par la baisse de la température. Et vous voyez très clairement que, comparé à des patients témoins normothermiques, on a une augmentation de la demi-vie d'élimination de la morphine, une baisse de la clairance totale de la morphine, du fentanyl, du propofol, mais à l'inverse, pas du midazolam. Donc évidemment, ce corpus d'études encourage chez les patients en post-arrêt cardiaque en hypothermie de contrôler et de réduire les vitesses de perfusion des différents analgésiques utilisés pour permettre une évaluation neurologique plus rapide et éviter le retard de réveil, cette fois-ci délétère pour cette évaluation. Alors, il y a donc, on l'a vu, la complexité des protocoles, et il y a l'effet de l'hypothermie, mais y a-t-il aussi des effets individuels, notamment de polymorphisme génétique? Donc, cette étude a étudié à la fois le polymorphisme d'un certain nombre de gènes du métabolisme, donc on voit le cytochrome 3 à 5, mais aussi de transport membranaire, on voit notamment la P-glycoprotéine. Il a aussi étudié le profil cytokinique des patients et a comparé donc ceux qui avaient développé un retard de réveil versus les autres. Et autant l'étude a pu démontrer la possibilité du rôle de certaines cytokines en termes de survenue d'un retard de réveil, notamment les cytokines pro-inflammatoires comme l'IL1 bêta et l'IL6, autant en raison probablement d'un manque de puissance, il n'a pas été possible d'observer un rôle d'un polymorphisme génétique du métabolisme ou du transport des médicaments, même si évidemment à l'échelle d'un individu et dans des case reports, le rôle de ces polymorphismes a été clairement démontré. Ceci amène évidemment très rapidement dans ces conditions à devoir envisager évidemment l'utilisation des médicaments avec la demi-vie la plus courte et l'élimination la moins influencée par le métabolisme hépatique ou par les transporteurs. Et cette étude de l'équipe de Cochin qui a montré évidemment un réveil beaucoup plus rapide après arrêt cardiaque et application du contrôle thermique d'un protocole associant propofol rémifentanyl en comparaison à un protocole associant midazolam
fentanyl. D'ailleurs, cette modification du protocole d'anesthésie était clairement le facteur principal de l'accélération du réveil et contrebalancer les autres facteurs qui pouvaient expliquer un retard au réveil, comme l'âge élevé, la diminution de la clairance rénale et l'état de choc post-arrêt cardiaque. Alors, évidemment, cette adaptation des protocoles d'anesthésiologie est utilisée désormais dans beaucoup de circonstances, notamment en post-opératoire. Lorsque l'on peut éviter la perfusion de médicaments par voie intraveineuse, que l'on peut utiliser par exemple des processus d'anesthésie ou d'analgésie loco-régionale, eh bien, on va préférer, et vous voyez ce travail que j'ai choisi ici, montrant évidemment pour la chirurgie cardiaque minime, eh bien, l'intérêt de mettre une analgésie locale par rapport à une analgésie systémique pour réduire, pour accélérer le réveil des patients, réduire les effets secondaires et réduire notamment le délai de réveil et donc la durée d'hospitalisation en post-opératoire en réanimation. Alors, évidemment, le médicament le plus perturbateur et le plus inducteur d'encéphalopathie sédative, c'est le midazolam. Désormais, on a plutôt tendance à utiliser le propofol en remplacement, même si le midazolam, par rapport aux autres benzodiazépines, possède évidemment une clairance rapide et une demi-vie d'élimination relativement courte. Alors, il faut savoir qu'il existe une très bonne corrélation entre le niveau de sédation chez un individu donné et sa concentration en midazolam et en son métabolite actif, le alpha-1 hydroxymidazolam, mais il existe une très grande variabilité interindividuelle qui va perturber cette relation, incluant évidemment l'âge et le polymorphisme génétique, notamment du cytochrome 3A. Ce qui fait qu'en pratique, évidemment, il va être difficile d'interpréter le rôle de la concentration de midazolam par rapport au retard du réveil éventuel du patient. Ce d'autant plus que la mesure de cette concentration de midazolam n'est probablement pas de routine dans beaucoup d'hôpitaux. C'est pourquoi, évidemment, aujourd'hui, il n'est pas recommandé de faire une mesure systématique de la concentration de midazolam et plutôt se fier aux échelles de mesures cliniques de la sédation, même si, bien sûr, en cas de réveil, chez un patient en cas de retard de réveil, chez un patient ayant un trouble neurologique lésionnel, le monitorage de la concentration de midazolam, si ce médicament a été utilisé pour la sédation, peut être utile, notamment en cas d'insuffisance rénale, pour expliquer ce retard. Donc, attention, le midazolam peut être un agent contributeur à ce réveil. On va dire toujours adapter les posologies à la physiologie rénale et hépatique du patient, et en cas de retard de réveil, doser la concentration et l'interpréter en fonction des conditions de sa prescription et rechercher, si besoin, notamment en cas de ralentissement de son élimination, un polymorphisme génétique du cytochrome 3A ou des enzymes de glucuroconjugaison. Alors, le deuxième cadre de retard de réveil lié aux médicaments, c'est l'encéphalopathie toxique. Alors là aussi, évidemment, on ne peut pas flécher précisément un médicament, et vous voyez la liste des médicaments qui pourraient être responsables chez un patient de réanimation d'un retard de réveil en raison d'interactions avec les systèmes de neurotransmetteurs mis en jeu dans le réveil. Et vous voyez, ça va des psychotropes en passant par les immunosuppresseurs, les antibiotiques évidemment, notamment le céphépime, on reviendra dessus, aux médicaments, y compris de chimiothérapie. Alors évidemment, cette encéphalopathie toxique peut prendre différentes présentations cliniques. Le retard de réveil, qui peut parfois s'accompagner d'agitation, de myoclonie, de paralysie des nerfs périphériques ou crâniens, et évidemment de troubles
du mouvement et notamment de signes extrapyramidaux. Alors, ce qui est le plus connu probablement dans le domaine et pour lequel il existe des études, c'est la neurotoxicité induite par la céphépime, notamment évidemment depuis que plus récemment, cet antibiotique est plus largement utilisé dans les infections notamment acquises sous ventilation mécanique. Alors, on voit très clairement dans ce travail qui fait une revue systématique des cas de neurotoxicité liés au céphépime publiés, que c'est une problématique qui survient avec une latence de 4 jours en valeur médiane par rapport à la prescription, que la présentation clinique est le plus souvent une altération de la conscience à l'origine d'un retard de réveil, que les myoclonies sont quand même un signe clinique assez fréquent, un tiers des patients, et qu'évidemment, ce cadre va être lié souvent à un problème d'élimination avec une altération de la fonction rénale, et que lorsque l'on va mesurer la concentration de céphépime, on va retrouver un surdosage médicamenteux en concentration plasmatique et ou en concentration intratécale. Voilà, à noter malgré tout que dans la majorité des cas, l'arrêt du céphépime va entraîner une élimination du médicament et une amélioration significative des symptômes, et que le délai entre la résolution du tableau toxique et l'arrêt du céphépime est estimé en valeur médiane à 3 jours. Alors, bien sûr, le diagnostic de cette encéphalopathie au céphépime gagne avec l'électroencéphalogramme. Et il y a des patterns totalement évocateurs de cette toxicité. Et vous voyez dans ce travail qui rapporte dans je crois une centaine de cas les patterns EEG d'encéphalopathie toxique au céphépime, eh bien, on voit que le pattern d'activité généralisée rythmique delta, accompagné ou non d'ondes triphasiques, est le pattern le plus souvent retrouvé. Les GPED sont également un pattern relativement fréquent, ainsi que les aspects de pointe onde généralisés. Mais vous voyez, on peut voir différents aspects, et très probablement un neurophysiologiste entraîné pourra évoquer le diagnostic d'encéphalopathie métabolico-toxique à rapporter au céphépime lorsqu'il va observer ce type de pattern EEG. Alors, l'évolution habituelle lorsque l'on fait ce diagnostic, à l'origine du retard du réveil, c'est tout d'abord, bien sûr, l'arrêt du médicament qui s'est accumulé avec une concentration élevée de céphépime, favorisée à la fois, comme je l'ai expliqué, par une baisse de la clairance rénale, mais aussi probablement par une accumulation intraneuronale du médicament liée à une augmentation de la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique en présence évidemment d'un CIRS ou d'une infection neuroméningée. Donc le tableau clinique qui associe donc un trouble de vigilance avec un retard de réveil va s'amender progressivement après l'arrêt et permettre une résolution, donc, comme je l'ai expliqué, entre 2 et 4 jours des symptômes, même si dans un certain nombre de cas, il va falloir traiter cette toxicité par un antiépileptique ou accélérer l'élimination de la céphépime par le recours à l'hémodialyse. Donc, le troisième cadre, c'est celui du sevrage médicamenteux. Alors, évidemment, beaucoup de nos patients sont des patients polytraités, que ce soit avant l'entrée en réanimation ou en cours de prise en charge en réanimation. Et l'arrêt d'un certain nombre de médicaments psychotropes peut s'accompagner de troubles expliquant la difficulté d'extubation. Alors, évidemment, il y a un certain nombre de travaux dans le domaine, mais pour illustrer cette problématique, je me suis intéressé au sevrage alcoolique, qui est évidemment une cause de retard ou de prolongation de la ventilation mécanique, de retard d'extubation.
Pour ne pas prendre beaucoup de temps, j'ai mis ce travail assez intéressant, français d'ailleurs, qui s'est intéressé au traitement par baclofène à forte dose du sevrage éthylique chez les patients ayant un usage inadapté d'alcool et admis en réanimation, intubé, ventilé. Donc, étude randomisée, baclofène forte dose, 50 à 150 mg par jour, versus placebo. Eh bien, on voit là très clairement, on va dire, la problématique, c'est-à-dire, oui, effectivement, le baclofène a pu réduire le nombre d'épisodes d'agitation de ces patients et donc du délirium par son effet psychotrope sur le sevrage alcoolique. À l'inverse, eh bien, il s'est accompagné d'un retard de réveil. Donc, comme vous voyez, 8,9% des patients dans le groupe baclofène versus 1,9% des patients dans le groupe placebo, expliquant finalement qu'en essayant d'agir d'un côté sur le sevrage, eh bien, on a malheureusement majoré la sédation de l'autre et finalement abouti à un résultat non optimal, c'est-à-dire on voulait accélérer le sevrage ventilatoire chez les patients alcooliques, eh bien, on l'a prolongé avec le médicament censé le faire. Voilà, donc en pratique, quoi faire donc finalement? Eh bien, pour éviter ces encéphalopathies médicamenteuses, ces encéphalopathies sédatives, ces problèmes de sevrage, eh bien, on peut appliquer un certain nombre de stratégies, d'ailleurs utiles aussi à la diminution du délirium. C'est dans ce cadre-là qu'elles sont principalement proposées. Alors évidemment, un certain nombre de ces stratégies sont un peu théoriques et peu faisables en pratique, comme par exemple l'arrêt quotidien de la sédation, l'utilisation bien sûr d'algorithmes et d'échelles de sédation pour éviter tout excès de sédation est importante. Bien sûr, la mesure par des échelles de la douleur, de l'anxiété sont des points importants. L'optimisation du sommeil, la diminution du bruit, l'optimisation de la mobilisation précoce, l'optimisation de la stimulation de la vision ou des sens de l'écoute sont également importants. À l'inverse, la prescription de médicaments pour réduire ces troubles ne s'est pas accompagnée d'une réduction des durées de ventilation mécanique et d'une accélération du réveil. Donc, ça n'est pas recommandé de façon systématique en prévention des troubles. Alors, aux États-Unis, il y a un certain nombre de bundles qui sont proposés. Je vous en ai mis ici un certain nombre qui ont pour but d'éviter cette prolongation de la sédation des patients et du retard de réveil. Voilà, donc ils sont basés évidemment sur une prescription plus réservée d'un certain nombre de médicaments, notamment s'ils sont inappropriés ou inutiles, et de l'utilisation plus large d'échelles de mesure, de stimulation sensorielle, de kinésithérapie, pour permettre une mobilisation précoce et un réveil plus rapide du patient. D'ailleurs, l'application de ces bundles, que l'on appelle ici ABCDEF, eh bien, semble s'accompagner finalement d'un réveil plus rapide, d'une sortie plus rapide de la réanimation et de l'hôpital, et peut-être d'une réduction de la mortalité. Voilà, donc en pratique, que faire chez un patient qui est suspect d'un retard de réveil? Eh bien, tout d'abord, un examen neurologique détaillé, une revue approfondie des médicaments qu'il a reçus, notamment psychotropes, notamment sédatives, non seulement bien sûr des doses, mais également des durées de prescription. Une analyse approfondie de sa fonction hépatique et rénale, une investigation des possibles interactions médicamenteuses, y compris en utilisant des logiciels désormais disponibles sur Internet, des modalités d'interaction, cinétiques ou dynamiques, puis bien sûr de tests d'imagerie et d'électroencéphalographie, y compris si besoin et en cas de doute avec des tests pharmacodynamiques utilisant le naloxone au flumazénil.
et la mesure de concentration des drogues sédatives, notamment le midazolam, avec idéalement au moins 2 points pour pouvoir calculer la demi-vie d'élimination. Lorsque l'on suspecte, en l'absence de perturbations rénales ou hépatiques, un allongement de la demi-vie d'élimination d'un produit, il conviendra de rechercher un polymorphisme génétique au niveau des enzymes du métabolisme, mais également, allô? Ah, pardon. Voilà, donc un métabolisme, un gène de métabolisme et un gène du transport. Voilà, enfin, évidemment, toujours adopter un profil de surveillance prolongée pour pouvoir conclure définitivement sur les raisons du retard de réveil. Voilà, donc Jean-Raph m'a appelé à temps, on en est à la diapositive de fin. Donc évidemment, le problème de retard de réveil est donc un problème assez fréquent chez les patients, notamment des patients qui sortent d'une réanimation lourde avec une sédation profonde. Pour trouver la cause, il faut faire une approche systématique et objective des facteurs favorisants, notamment médicamenteux, en identifiant toutes les drogues utilisées, les délais et les temps de prescription de ces médicaments, en faisant, si besoin, une mesure des concentrations pour permettre évidemment de faire des hypothèses quant à un mécanisme pharmacocinétique ou pharmacodynamique et, si besoin, de rechercher un polymorphisme génétique. Alors évidemment, à ce jour, il n'y a pas d'études systématiques dans des séries larges pouvant démontrer la part respective de chacun des médicaments et la part respective de chacun des processus dans le retard de réveil. C'est plutôt des case reports disponibles, mais qui illustrent parfaitement le rôle du médicament, notamment sédatif, dans le retard au réveil. Voilà, merci beaucoup à tous.